Merci Madame le Président. Merci beaucoup Muriel pour ton invitation à parler d'un sujet qui effectivement m'a occupé pas mal de mon temps pendant la thèse. Donc je viens parler ici de l'articulation de l'adage lex specialis derogat generali avec les autres règles de conflit et certaines clauses spéciales que j'espère avoir le temps d'aborder, mais sinon évidemment je les traiterai à l'écrit puis on pourra en parler lors de la discussion. L'adage lex specialis derogat generali est concurrencé par deux autres règles de conflit, lex posterior derogat priori et lex superior derogat inferiori, deux adages latins dont l'application semble à certains égards beaucoup plus aisée que celle de la règle de conflit qui nous intéresse aujourd'hui. En droit, de manière générale, au-delà même du droit international public, la lex posterior et la lex superior sont plus faciles à appréhender in abstracto que la lex specialis, parce qu'il est normalement plus facile d'établir la chronologie entre deux normes ou leur place respective dans la hiérarchie qu'un rapport de spécialité-généralité. Les éléments de référence sont le moment où les normes apparaissent, leur place dans l'ordre juridique, alors que la lex specialis peut seulement être appréhendée in concreto au vu de l'espèce soumise au juge, puisque, par définition, la lex specialis est la loi applicable à l'espèce, ce qui n'est pas une donnée objective, immédiate, donnée a priori. Donc la tentation de reléguer l'adage lex specialis derogat generali au second plan, en la disqualifiant et en y voyant davantage une règle d'interprétation, comme cela a été dit tout à l'heure, mais les deux ne sont pas nécessairement contradictoires, cette tentation donc d'écarter cet adage, de le relayer, est forte. Pourtant, ces trois maximes font appel à des ressorts logiques différents et sont complémentaires. Un seul critère ne peut pas permettre de résoudre n'importe quel conflit normatif et la lex specialis a aussi sa place à côté de la lex posterior et de la lex superior. Donc je vais voir ici comment s'articule l'adage qui nous intéresse aujourd'hui et dans un premier temps l'adage lex posterior derogat priori, puis l'adage lex superior derogat inferiori, et j'essaierai donc d'évoquer aussi certaines clauses de règlement des conflits normatifs. Pour commencer, la question de l'application de la lex posterior et de la lex specialis. L'application respective du critère chronologique et du critère de spécialité s'appuie sur deux justifications différentes, mais il n'y a pas nécessairement concurrence entre les deux. Il y a donc, comme je vous le disais, une forme de complémentarité des règles de conflit, comme en témoigne la jurisprudence internationale. On peut dire, par exemple, que l'application du critère chronologique met davantage l'accent sur la volonté de l'État que le critère de spécialité. Parce que l'État a cette double qualité de sujet et d'auteur du droit international, il est à double titre soumis à l'adage « nemo sensetur ignorare legem ». Comme il n'ignore pas le droit existant, l'État aura sciemment cherché à y déroger en adoptant une règle contradictoire, totalement ou partiellement incompatible avec une règle antérieure. De son côté, l'adage lex specialis derogat generali conduit à appliquer la norme qui semble la plus pertinente au regard des faits de l'espèce, celle qui présente le plus de liens avec la situation qui est soumise au juge. Alors, certains auteurs, comme cela a été dit tout à l'heure, mettent aussi en avant le poids de la volonté dans l'application de la lex specialis. Lex specialis qui serait la manifestation d'une volonté de déroger au droit international général. Mais ça, c'est en partie lié à la formulation même de l'adage. Parce que sur le plan logique, il paraît très difficile de déroger à une norme qui n'existe pas encore. La définition du littré est sans appel. Déroger, c'est prendre des dispositions qui sont différentes de dispositions antérieures ou qui y sont contraires. Il se dit aussi de loi ou de dispositions qui en modifient ou en révoquent une autre. Or, si on adopte ce point de vue, cela veut dire que l'on suppose que la lex specialis est aussi la lex posterior, et dans ce cas, l'adage lex specialis derogat generali n'a plus aucune raison d'être. En revanche, si la norme spéciale précède dans le temps la règle générale, on peut raisonner de nouveau en termes de volonté, mais là on le fera de manière négative. Faire prévaloir la règle antérieure spéciale sur la règle postérieure générale revient à considérer que l'État n'a pas eu la volonté de déroger à la règle plus ancienne.
L'article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités recommande d'appliquer la lex postérieure entre des traités portant sur la même matière. Et lors de la conférence de négociation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, Sir Humphrey Waldock a implicitement reconnu le caractère incomplet de cette disposition. Donc il y a des situations dans lesquelles les conventions ne portent pas sur la même matière et la lex specialis aura vocation à s'appliquer. Finalement, les conflits normatifs peuvent laisser apparaître des zones d'ombre dans lesquelles la volonté des États de changer l'état du droit n'est pas manifeste, précisément parce que ces instruments ne portent pas sur la même matière. Donc on peut avoir les deux solutions. Soit une norme a précisément vocation à régir uniquement une espèce particulière et le conflit est évacué très vite. On applique la lex specialis sans difficulté. Soit la situation révèle une incertitude sur le plan juridique parce qu'elle n'a pas été appréhendée concrètement par les États quand l'une ou l'autre norme en conflit est apparue, et c'est là que l'on fera application des indices tels que le champ d'application des normes en présence, le champ personnel ou le champ matériel de ces normes. Alors, dans les faits, les exemples concrets dans lesquels le juge a eu recours à l'adage lex specialis derogat generali ne sont pas légion. Plus rares encore sont les affaires dans lesquelles il a eu à appliquer la règle spéciale antérieure au détriment de la règle générale postérieure. Mais même dans des cas où il a appliqué la norme postérieure, certains indices permettent d'établir que le facteur temps n'était pas au centre de l'argumentation du juge et qu'il n'éclipsait pas, loin de là, le critère de spécialité. Alors, des exemples d'affaires dans lesquelles on a eu recours à la lex specialis, certains cas sont assez anciens. Il y a l'affaire Compagnie d'électricité de Sofia. Dans cette affaire, pour établir sa compétence, la Cour permanente de justice internationale s'est fondée sur les obligations plus étendues des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Belgique et de la Bulgarie, alors qu'un traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire avait été adopté quelques années plus tard et qui constituait, par opposition, nous dit la Cour, un système très développé d'obligations réciproques et donc plus restrictif. Ici, la Cour n'a pas considéré que la lex postérieure annihilait les effets des déclarations antérieures, et on peut considérer qu'elle a ici fait application du critère de spécialité, parce que la Cour a choisi d'appliquer les seuls instruments qui couvraient l'effet de l'espèce, en l'occurrence les déclarations des deux États. La même Cour a consacré l'application de l'adage, même si elle n'y a pas fait référence expressément, dans l'affaire Concession Mavromatis en Palestine. On retrouve aussi l'application de la lex specialis dans l'affaire Gatchikovo ou bien encore dans l'affaire du filetage du golfe du Saint-Laurent. Donc le critère de spécialité ne s'efface pas de manière systématique devant le critère chronologique, même s'il n'en présente pas le confort, parce qu'il y a des difficultés de détermination, comme cela a été vu précédemment, de la lex specialis. On peut douter que l'adage lex superior derogat inferiori offre la même souplesse face à l'adage lex specialis derogat generali, et pourtant, l'adage lex superior derogat inferiori, c'est lentement affirmé, ou superat inferiori, on trouve les deux expressions, c'est lentement affirmé depuis quelques décennies dans une partie de la doctrine et devant les juridictions internationales, avec l'émergence de la notion de jus cogens, dont les virtualités n'ont pourtant pas été exploitées. Jusqu'ici, le jus cogens n'a pas démontré son efficacité. Les juridictions ont vu Clark Kent, elles n'ont jamais vu Superman. Donc, la conception de normes indérogeables qui est appréhendée par le groupe d'études de la Commission du droit international sur la fragmentation, dans la perspective d'une relation hiérarchique entre les normes, et on pourrait en discuter, est-ce que c'est vraiment un rapport de hiérarchie, a pour vocation d'annihiler les effets des autres règles de conflit qu'on utilise, le critère chronologique et le critère de spécialité. Mais il va quand même falloir que ce critère de supériorité compose avec le critère de spécialité, dès lors qu'en droit international, contrairement à ce qui se passe le plus souvent en droit interne, il fait appel aux mêmes ressorts intellectuels. On verra aussi qu'un conflit entre deux normes de jus cogens est tout à fait envisageable, et s'il me reste du temps, j'évoquerai aussi la question de l'article 103
de la Charte des Nations Unies, qui a aussi été envisagée sous l'angle d'un rapport hiérarchique. Ce qui ressort de la Convention de Vienne sur le droit des traités, c'est que la qualité de jus cogens découle d'une attitude de la communauté internationale envers la norme. Cette qualification ne repose donc pas sur des mécanismes formels, comme c'est le cas le plus souvent, pas tout le temps, mais le plus souvent, en droit interne. Et donc, il est difficile d'établir quelles sont ces normes impératives de droit international général, et chacun a sa propre perception. Donc, comme pour la lex specialis, la qualité de lex supérieur est fonction d'un regard extérieur, celui de l'interprète, qui va avoir la charge de confronter deux normes à l'espèce. La lex supérieure est donc identifiée de manière subjective au regard du contenu matériel de la norme, et on peut considérer qu'il s'agit dès lors d'une forme de lex specialis. De plus, on peut considérer aussi que la lex specialis peut avoir son rôle à jouer dans la détermination du champ d'application de la lex supérieure, et que finalement elle ne va pas nécessairement s'incliner, puisqu'elle va en fait dessiner les contours de la lex supérieure. Et je fais ici référence aux affaires Al-Hassani contre Royaume-Uni et Jones contre Royaume-Uni, puisque dans ces affaires, la Cour européenne des droits de l'homme a confronté l'immunité de juridiction de l'État à la norme de jus cogens, l'interdiction de la torture. Et la Cour a conforté l'application par les juridictions britanniques du droit des immunités, non pas parce que ce droit constituerait une lex supérieure, mais parce qu'elle a considéré que la portée de la norme de jus cogens n'était pas étendue au point de mettre en échec l'immunité. À cet égard, on peut considérer donc que le droit de l'immunité constitue ici une lex specialis. Donc, si la lex supérieure ne doit en principe souffrir aucune dérogation, la préséance absolue de la lex supérieure est assurée uniquement dans les limites de son champ d'application qui peut être déterminé en suivant les contours de la lex specialis. Autre hypothèse, l'hypothèse dans laquelle deux leges superiori entreraient en conflit. Le groupe d'études sur la fragmentation évoque cette hypothèse en disant que rien ne permet de penser que la doctrine du jus cogens pourrait d'elle-même résoudre de tels conflits, faute de hiérarchie des normes de jus cogens entre elles. D'accord, pas de hiérarchie entre les normes de jus cogens, on appliquera les autres règles de conflit, notamment lex specialis derogat generali. Cela palliera donc l'absence de hiérarchie entre ces normes de jus cogens. S'il me reste un peu de temps, juste un instant, pour parler de l'article 103. L'article 103 a été abordé par le groupe d'études de la Commission du droit international aussi sous l'angle des rapports hiérarchiques entre les normes. Donc il a été étudié en même temps que le jus cogens. La Cour internationale de justice a aussi évoqué un rapport de subordination entre la Charte des Nations Unies et d'autres énoncés normatifs dans l'affaire Nicaragua. Alors, l'article 103 pourrait aussi être considéré comme la consécration d'une lex specialis qui ne saurait être mise en échec dans le cadre spécifique des relations entre les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Ça peut être une interprétation. Maintenant, reste une autre question à traiter, c'est la question des relations entre des normes découlant de la Charte des Nations Unies et une norme de jus cogens. Dans un tel cas, ce ne sont pas tant les règles de conflit qui vont nous aider à régler le problème, mais finalement les effets que l'on attribue à chacune de ces règles de conflit. Si on parle de jus cogens, on parle d'une lex supérieure qui porte atteinte à la validité des normes, ce qui n'est pas le cas de l'article 103 de la Charte. L'article 103 envisage les relations entre les normes seulement dans un rapport d'opposabilité. Et donc là, ce n'est pas tant de savoir si c'est le critère de spécialité ou le critère hiérarchique qui l'emporte, mais finalement, c'est regarder quels sont les effets que l'on attribue à chacune de ces règles de conflit.
Donc pour terminer, l'adage « lex specialis derogat generali » ne saurait être négligé quand on envisage la solution des conflits normatifs, en dépit des difficultés qu'il présente et que nous sommes là pour éclaircir. Et qu'il soit ou non expressément invoqué, il apparaît toujours en filigrane. Et je reprendrai ici la réflexion de Norberto Bobbio sur les conflits normatifs. Il considérait que le critère de spécialité pouvait être, selon l'interprétation qu'on en donnait, plus faible que le faible, car en certains cas il cède au chronologique, et plus fort que le fort, car parfois il est supérieur aux critères hiérarchiques. Je vous remercie.